Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa Cool, le podcast pop culture qui ne sait jamais s'il va parler d'un film, de bande dessinée ou d'un groupe de musique obscure. Je suis Ptid, au chant et à la guitare rythmique, et je suis avec Euf au chœur et aux guitares lead. Oui, salut Ptid. Alors comment ça va Euf ? Ça va très bien Ptid. Il nous manque encore quelques instruments pour faire un groupe du coup. Bon, tu sais qu'il y a des gens qui font des groupes tout seuls, qui font tout. C'est vrai, oui. Bon, par contre, pour les performances live, c'est un peu moyen, mais... Un peu plus compliqué. Voilà, mais ouais, groupe obscur, je sais pas de quoi tu veux parler, mais en tout cas, c'est pas ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors oui, du coup, avant de commencer notre focus qui fera donc cette fois-ci la part belle à Sabaton, groupe de métal que tu affectionnes, quel est ton petit truc cool du moment à recommander à nos auditrices et auditeurs ? Ah, j'ai longtemps hésité, mais après je me suis dit que non, fallait que j'en parle. Ah. Donc mon petit truc cool, donc il y a le nouvel album de Encore qui sort. Tu t'en souviens de ? Eh oui, tout à fait. Je sais plus si j'avais parlé de leur EP. Je crois pas. Non, c'était de Hailstorm dont j'avais parlé de l'EP. Ouais, on avait juste parlé d'Encore dans l'épisode sur le Hellfest. Ouais. Parce que depuis un moment, ils ont déjà 5 ou 6 chansons de sortie. Je crois que c'est la 6e. Là, pour le Hellfest, il y avait eu une 6e chanson qui était sortie, donc pour leur EP. Mmh. Et là, donc, ils vont sortir l'album le 24 octobre, donc dans quelques jours. Ah. L'album Shogunai. Donc, il y aura 2 chansons en plus que celles qui sont déjà sorties pour l'EP. Et s'ensuit donc une tournée européenne et anglaise, parce que c'est plus la même chose, tu sais. Eh oui. Il passe chez toi ? Et oui, il passe à Vienne le 28 février au Flex. Donc, au Flex, ah bah oui. J'irai. Avec Gad Elmaleh. Voilà, exactement. Donc, il faut que je prenne mes tickets. En tout cas, j'irai avec un collègue sûrement qui les affectionne particulièrement aussi. Ok. Et puis, je tenais aussi à dire qu'ils passeront en France, à Paris au Petit Bain. D'accord. Et à Toulouse au Rex. Ok, on va suivre tout ça de près. Et donc, l'album sortira quand cet épisode sortira en fait. Ah bah le 24, ouais, c'est quand ? Ça fait quoi ? C'est vendredi prochain ? Non, c'est jeudi. Tu sors jamais d'épisode le jeudi, toi. Il sortira un jour avant notre épisode alors. Ouh, eh bien, voilà, quand l'épisode sortira, l'album sera là. Donc, allez l'écouter sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Ok, très bien. Et toi ? Et bah du coup, moi, mon truc cool, c'est aussi musical. Donc, je crois que c'est un épisode 100% musical. Ah ouais. Parce que moi, c'est le nouvel album de Softplay qui est sorti cet été et que j'ai enfin pris le temps d'écouter. Alors, Softplay, c'est un duo de punk british composé de Isaac Allman au chant et C'est pas le fils de Gary ? Oui, voilà. Non, Allman, pas Oldman. Ah bon. Au chant et batterie, et Laurie Vincent à la guitare. Ils jouent un punk assez énervé, mais mélodique également. J'avais écouté leur premier album il y a pas mal d'années, et là c'est le 4e, il s'intitule Heavy Jelly, et il y a notamment 2 morceaux dessus que j'aime beaucoup. Le premier c'est Everything and Nothing, qui parle des personnes qu'ils ont perdues au cours de leur vie et ceux qui restent. Le guitariste avait d'ailleurs perdu sa femme, la mère de leurs 2 enfants, il y a quelques années des suites d'un cancer, donc ça y fait aussi référence. Et le deuxième morceau, c'est Punk's Dead, et celui-ci a la particularité d'avoir été inspiré de tous les commentaires haineux qu'ils avaient reçus sur leurs réseaux sociaux suite à leur changement de nom du groupe. Alors il faut savoir que jusqu'à cet album, Softplay, il s'appelait Slaves, et ils ont donc décidé de changer de nom, et ils se sont pris pas mal de commentaires haineux de tes copains Gatekeepers. Quoi ? Ah oui. qu'ils ont réutilisé pour leurs paroles et pour en faire un super morceau. Donc voilà, j'aime beaucoup ces 2 morceaux et tout l'album est très bien. Ah oui, parce que... Oui. Bah oui, ça va à l'encontre du lore, en fait, de Tolkien, donc c'est pour ça. Oui. En tout cas, voilà, cet album Heavy Jelly, il m'a donné envie de m'intéresser à leurs autres sorties que j'avais pas forcément écoutées. Et je croise les doigts aussi pour qu'ils soient programmés au Hellfest cette année. J'aimerais beaucoup. Ah, tu vas les voir au Temple ou il y aura une nouvelle scène, ça sera l'Arche de Noé, ça sera à côté des chiottes. N'importe quoi. S'ils y sont, ce sera surtout à la Warzone. Ah oui, voilà, ouais. Donc voilà, allez les écouter. C'est des albums très courts à chaque fois qui durent moins de 30 minutes. Punk oblige. Ah oui. Le punk, c'est assez court, ouais. Et donc, tu as dit que leurs chansons racontaient des trucs assez... Enfin, pour une, en tout cas, assez tristes. Et l'autre, c'était un peu par rapport aux fans. Et le reste, ça parle de quoi ? Ça parle un peu de leur vie, de façon générale, j'ai l'impression. Ça parle pas de guerre et de bataille, du coup ? Non, ça, tu vas nous en parler dans quelques minutes. Je te fais une passerelle, là. Ouais. Allez, bah du coup, tu nous as fait une passerelle toute tracée. On va pouvoir passer au focus du jour. Eh oui.
Donc aujourd'hui, F, tu vas nous parler de Sabaton. Alors non pas du confiseur depuis 1907 que l'on peut trouver sur sabaton.fr en tapant ce nom sur Google, mais du groupe de métal. Eh oui, du groupe de heavy metal comme ils aiment bien le dire. Donc toi, tu connaissais pas ? Bah, je connaissais parce que tu m'en avais parlé. Oui, avant que tu m'en parles, non, je connaissais pas. Ah non. Eh bien moi non plus, il y a 2 ans, je connaissais pas encore. Donc j'ai appris à les connaître, donc c'était l'an dernier. Je crois que c'était parce que j'ai commencé à écouter un peu de power metal, tu vois, donc entre Dragon Force et tout ça. J'ai un peu recherché différents styles parce que bon, au bout d'un moment, Metallica et tout ça, j'avais envie de découvrir d'autres choses et puis je suis tombé là-dessus. Au bout de 25 ans à écouter Metallica. Voilà, au bout de 25 ans de Metallica, bon, j'ai un peu fait le tour. Donc Sabaton, je m'y suis mis et quelques mois après, devine quoi, il venait à Vienne. Donc bim boum, je suis allé les voir à Vienne, ils sont passés et Jouji m'a offert le billet, donc j'y suis allé. C'était à la Wiener Stadthalle. Tout à fait. Très belle salle. On les embrasse. On s'est régalé, mais je regrette un peu parce que à l'époque je les connaissais pas encore très très bien. Donc les chansons je les connaissais pas toutes et les paroles non plus quoi. Et ouais, c'est plus sympa quand on peut chanter ensemble. Et ouais voilà, donc bon, j'aimais bien tout ça. Enfin le show il a envoyé, j'avais vu, je t'avais dit aussi Baby Metal oui c'est vrai. En première partie. Il y avait Lordi aussi, tu sais, ceux qui étaient passés à l'Eurovision. Ah oui, je me souviens. Je savais pas qu'ils existaient encore. Bah si, ils existent encore, ouais. Ok. Ils passent en première partie de Sabaton des fois. Et donc voilà, très bon show. Donc ça faisait partie de leur tournée, donc The Tour to End All Tours, en référence à leur album. Oui, l'album, voilà, qui s'appelle The War to End All Wars. Parce que ça fait référence à la Première Guerre mondiale qui était perçue comme étant la guerre qui va mettre fin à toutes les guerres. La terre des terres. Voilà, l'ultime guerre où tout le monde se met sur la gueule et après c'est fini. Donc voilà, le show était vraiment super avec les effets pyrotechnics. Puis ça m'avait aussi étonné qu'ils aient un char. Ah oui. La batterie est positionnée sur un char. Ah ouais, ok. Et du canon sort des flammes tout le temps, donc c'était vraiment assez cool. Bon, maintenant j'ai fait un peu la petite introduction sur ma première rencontre avec Sabaton en gros. Donc Sabaton, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un groupe, tu l'as dit, de heavy metal suédois, donc formé en 1999. Ouais. Et d'après Wikipédia, ils font partie du Big Four du power metal, avec Halloween, Blind Guardian et Dragon Force. Ah ok. Je connais Halloween de nom, l'autre pas du tout. Et il n'y a pas Rhapsody of Fire là-dedans, ni Hailstorm. Ouais, voilà. En tout cas, c'est un peu ce qu'ils écoutaient. J'ai vu des interviews, du coup, pour préparer cet épisode. Donc, en gros, les membres principaux, ce sont Per et Joachim, qui sont les deux un peu front. L'un, c'est le chanteur avec la voix grave. Ouais. Et pas beaucoup de cheveux sur le caillou. Oui, le chauve avec le mohawk, là, ouais. Voilà. Et l'autre, c'est le bassiste avec la grosse barbe et les grands cheveux. Ok. Et donc, ils racontaient que eux, ce qu'ils écoutaient à l'époque, ils aimaient bien écouter, notamment, je crois que c'était Halloween. Ok. Et Rhapsody aussi. Donc ils étaient un peu dans ce genre de musique. Ils aimaient bien un peu les musiques métal. Enfin, c'était des métalleux, mais à l'époque en Suède, c'était surtout du black metal ou des choses comme ça qui passaient. Mais eux, ils étaient plus dans du métal un peu plus symphonique, un peu plus mélodieux et avec des synthétiseurs aussi. Ouais. Et ça tombe bien puisque Joachim jouait du clavier et ils se sont rencontrés lors d'une banale fête dans leur ville de, je sais plus, Tulum. Bon bref. Tulum, c'est Netflix. Toutoum. Falun. Ok. Et puis ça a tout de suite matché, donc ils ont formé leur groupe. Ils en ont profité donc qu'il y ait des groupes aussi qui apparaissent comme Halloween, comme Rhapsody. Là, c'était le moment où vraiment le power metal pouvait commencer. Est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est le power metal du coup ? Parce que tu l'as mentionné, mais pour les gens qui connaissent pas. Le power metal, pour un peu définir ce que c'est du métal où il y a beaucoup plus de mélodies, où il y a des chœurs aussi, enfin les refrains très accrocheurs, très catchy, mais souvent ce dont ça parle, c'est souvent de la fantasy. Oui, et c'est plus rapide aussi en termes de BPM avec la batterie qui c'est vrai, ouais. Qui fait vraiment un roulement de grosse caisse, non ? Bah ouais, Dragon Force, ils sont connus pour faire par exemple toutes leurs chansons en 200 BPM, à part quelques-unes qui vont un peu plus lentement. Voilà, mais c'est surtout de la fantasy. Donc Dragon Force, ça parle de jeux vidéo, dragons, tout ça. Rhapsody, c'était voilà. Médiéval, ouais. Médiéval, un peu, il y a des dragons aussi et des pâturages verts. Voilà. Et un autre power metal, il y a quoi aussi qu'on connaît ? Celui que tu adores, Hailstorm. Oui, Hailstorm, voilà, du coup, qui chante que des chansons de pirates, quoi, mais qui pouvait rentrer un peu plus dans une sous-catégorie du power metal qui est le pirate metal.
Mais bon, ça c'est très pour les puristes quoi. Ils sont 2 groupes dedans. Ouais, c'est un peu ça. Donc voilà, donc les deux compères, donc Per et Joachim, après ils se sont plus lâchés, ils ont formé leur groupe. Comme bien souvent, c'était commence à chanter, tu sais chanter donc oui, Joachim il disait bah oui, je chante un peu, je compose des chansons tout ça, donc OK, fais voir. Tu chantes, bon tant qu'on n'a pas trouvé de chanteur, tu restes au chant. Donc c'est un peu comme c'est un peu comme Zavadro, oui. Comme Zavadro et un puis peu comme d'autres groupes. Et puis un peu moins comme Metallica aussi. Ah, OK. Parce que Metallica c'était un peu ça, ouais. Il a commencé au chant parce que voilà, c'était par défaut, mais après il est resté quoi. OK. De là, donc ça a pris un peu de temps pour qu'ils sortent des albums, puisque leur premier vrai album qui est sorti, en fait, c'est Primo Victorias, qui est sorti en 2005 seulement. Ah oui, d'accord. Donc 6 ans après. Ils en avaient enregistré un donc en 2002, mais il a été sorti que en 2007. Ok. Leur label ne voulait pas le sortir, ou je sais pas quoi. Petit à petit, ils sont devenus connus en Suède. Ils ont fait des concerts, ils ont fait des festivals du coup, hein, parce qu'un festival des festivals. Bien sûr. J'y tiens à celle-là. Et puis, c'est devenu de plus en plus sérieux. Et d'ailleurs, sais-tu d'où vient le nom Sabaton, toi qui as fait des recherches peut-être ? Pas du tout. Pas du tout ? Non. C'est leur prénom qu'ils ont. Non, il nous faut un nom de groupe. Allez, on se revoit demain. Venez tous avec 2-3 idées. Au final, il y a que Joachim qui a un peu bossé le truc et qui est venu avec une idée. Ouais, il avait quelques idées, dont Sabaton qu'il avait lu dans un livre d'histoire. Et c'est en fait la pièce d'armure qui se met au pied d'un chevalier en armure, qui s'appelle un sabaton. Donc voilà, ils ont trouvé ça cool. Au niveau du graphisme, ils ont vu comment ça pouvait à peu près être un logo. Ouais. Ils ont trouvé ça très cool avec le S qui rendait bien. Donc bon, ils sont restés là-dessus. Et tout ça nous amène donc sur le thème, parce que tu sais que voilà, sabaton. Oui, parce que du coup, c'est pas un thème chevalier. Non, c'est pas un thème chevalier. Donc, mais ouais, Joachim, il est plutôt, enfin, il aime toute l'histoire. Hein. Okay. Au début, leur premier album là, donc qui est sorti après. Oui. Le premier qu'ils ont enregistré, c'était Metalizer. Et là, il n'y avait pas de chansons sur la guerre. C'était des chansons un peu aussi fantasy, tout ça. Il y avait même une chanson sur les Nazgûl du Seigneur des Anneaux. D'accord. Et là, ouais, je l'écoutais cet album. Il est un peu moins. Bon, il y a quelques bonnes chansons, mais ça m'a moins plu quand même. Il y a moins de cœur, je crois. Et c'est plus grave, c'est plus. Ok. Mais c'est le seul. Après, tous leurs albums ne sont qu'en fait des albums où ils parlent de guerre et de bataille, mais d'histoires vraies, du coup, qui se sont passées à chaque fois. Ils ont sorti une dizaine d'albums jusqu'à donc ce dernier album qui est sorti il y a 2 ans. Ah, quand même. Ouais. The War to End All Wars, c'était le 10e album. Ok. Leur line-up a changé, je crois, tu m'en avais parlé, moi je n'avais pas regardé, mais c'est vrai qu'en 2012, après l'album Carolus Rex, qu'ils ont sorti à la fois en anglais et en suédois, ils se sont splittés, il y a eu 2 tiers du groupe. Et ouais, il y a une bonne partie du groupe qui s'est barré. Ouais, donc, et t'avais lu pourquoi en fait, non ? J'avais lu que il y en avait qui voulaient donner une autre dimension au groupe et vraiment commencer à être super connus et bien se professionnaliser. Ouais, voilà, grandir. Et d'autres qui voulaient faire un truc plus tranquille, quoi. Oui, en fait, il y a que Joachim et Per, du coup, les deux fondateurs, les deux vrais fondateurs qui sont restés. Il y en a que 2 qui sont restés. Oui. Ah, d'accord, ok. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. Non, ils étaient 6. Okay. Oui, il y a le batteur et les 2 guitaristes qui sont partis, quoi, en fait. Ok. Donc, il y avait plus que la basse et le chant. Leur optique, c'était de grandir petit à petit. J'ai d'ailleurs appris qu'ils n'avaient jamais eu de manager. Ok. Donc, ils se managent eux-mêmes et c'est eux qui contrôlent tout. Et c'est surtout Per Sundström qui fait un peu tout. En fait, je le compare un peu au Lars Ulrich de Metallica, parce que d'un côté t'as le Joachim qui est le frontman qui chante et tout ça, et de l'autre t'as en coulisses un peu le père qui contrôle tout, même qui édite des vidéos pour les clips ou quoi, il aide au montage. Au montage, exactement. Voilà, donc ils se sont séparés et ils ont trouvé donc après 2 nouveaux guitaristes. Donc il y a Chris qui est toujours là, Chris Rorland et Tobbe Englund, et bien sûr ils ont trouvé un batteur. Ça a changé quelques fois de batteur là en très peu de temps, mais après il y a Hannes qui est venu, Hannes Vandal qui est toujours là. Donc maintenant c'est toujours le même line-up en fait. D'ailleurs c'est exactement le même line-up aujourd'hui. Entre temps il y avait juste après 2 albums Tobbe qui est parti, après les albums donc Heroes et The Last Stand qui est sorti en 2016, et juste Tobbe qui est parti pour faire son truc un peu en solo, il voulait un peu tester d'autres trucs. Et il y a Tommy Johansson que du coup j'ai vu en concert à Vienne. Ouais, il a juste remplacé Tobbe, très talentueux. Le type il a une chaîne YouTube où il fait que des covers. C'est un peu comme on blaguait au début, il fait tout en fait, de la batterie à la basse, à la guitare, au shredding, au chant. Il fait tout, donc il était vraiment très talentueux. Et moi, quelques mois après le concert de Vienne, j'apprends il se barre. J'étais complètement déçu quoi, parce que il m'avait fait très bonne impression quoi au concert. Anéanti. Ah ouais.
Mais bon, il y a Tobey qui revient, donc voilà, écoute. D'accord. Et moi, j'avais quand même une question. Oui, c'est quoi leur délire avec la guerre, alors? Leur délire avec la guerre. Oui, je sais, tu me l'as déjà demandé. Tu préférais qu'ils parlent de sexe, de drogue et... Non, mais je me dis, autant avec le power metal de pirate, il y a un peu d'humour et de ridicule dedans, tu vois, donc... Enfin, de nos jours, oui, tu vas parler de piraterie, il y a toujours le côté un peu kitsch ou les trucs comme ça. Mais, par rapport au power metal, ouais, je voulais revenir là-dessus. C'est vrai que Pearl, j'ai entendu une interview aussi où il disait qu'il aimait pas trop être classé dans le genre power metal. D'ailleurs, quand il se présente au début de chaque concert, quand il commence avec la chanson Ghost Division et qu'il annonce tout le temps en disant, il est backstage et dit Hello, le festival où ils sont, donc Hello Vienna, we are Sabaton, we play heavy metal and this is Ghost Division. Et là, ça commence ba 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 et là la chanson commence. C'est un démarrage de fou, quoi. Tout ça pour dire que Per n'aime pas trop être classé dans le genre power metal. D'accord. Pour deux raisons aussi qu'il a donné dans l'interview que j'ai lu. C'est que le chanteur, déjà il chante... c'est vrai que la plupart des power metal, les chanteurs, ils chantent très très aigus. Oui, lui, là, c'est grave, ouais. Pas dans Hailstorm, mais dans d'autres, Dragon Force, enfin, dans les autres, il part vraiment dans les aigus, dans les forts et tout, mais lui, c'est vraiment grave et il roule les airs, c'est très... C'est ce que j'avais remarqué, il roulait beaucoup les airs, ouais. Ouais, ça donne un style assez... Ça match totalement avec ce dont il parle. Et aussi les sujets dont il parle, qui sont pas des sujets de fantasy ou inventés, ou des trucs sur des dragons, des trucs légers, ou de pirate metal, où ils boivent juste de l'alcool. Enfin, voilà, Hailstorm, ouais, c'est vrai, il y a des chansons, c'est on boit de l'alcool, et puis voilà. Là, c'est que des histoires vraies, en fait, ce qui rajoute vraiment une dimension avec de l'émotion dans les chansons, puisque tu dis que tout ce dont il parle, c'est vraiment passé. Il y a vraiment des histoires extraordinaires. Et d'ailleurs, un peu plus tard, là, je vais t'en raconter quelques-unes, et tu vas me dire si tu les connais, parce que c'est des trucs qu'on apprend avec eux, parce que c'est vrai qu'avec Sabaton, ils sont connus pour être un peu... Enfin, ils font aimer l'histoire à ceux qui les écoutent. Ouais. Ils parlent de guerre et de bataille parce qu'ils sont passionnés d'histoire, les deux. Oui, voilà, c'est ce que j'avais lu ça, ouais. Voilà, ils sont vraiment passionnés d'histoire. Tu vois, eux, c'est vraiment sur des faits. Ils se disent, il y a tellement d'histoires à raconter, en fait. Il y a tout qui est là dans les livres d'histoire, il y a tout qui est là, donc il nous suffit de puiser là-dedans. J'avais vu un article de Radio Metal qui titrait Sabaton en guerre contre l'oubli. Du coup, je trouvais ça pas mal comme formulation, parce que c'est vrai, c'est vrai. En guerre contre l'oubli, et ils ont même été décorés, je crois, par la Pologne pour leur travail de mémoire. D'accord. Ils avaient joué lors la fête nationale polonaise à Gdansk, je crois. Enfin, ils ont reçu plusieurs médailles comme ça. D'accord. Pour leur travail de mémoire et du fait qu'ils racontent des trucs historiques qui se sont passés dans n'importe quel pays, quoi, du coup. Hein, mais voilà. Ils aiment tellement l'histoire qu'en 2019, ils ont annoncé donc la création d'une autre chaîne YouTube qui s'appelle Sabaton History. C'est en collaboration donc avec Indy Neindel, un historien américano-suédois. Okay. Sur cette chaîne, ils reviennent en fait sur les histoires de toutes les chansons de Sabaton depuis le début. Ah oui, c'est intéressant. Donc ils font des grosses vidéos où ils racontent vraiment l'histoire qui est racontée dans la chanson, donc avec des images d'archives, avec tout ça. C'est très très intéressant. Ok. On mettra les liens dans la description. Cette chaîne a plus de 350 000 abonnés. Alors c'est déjà pas mal, je trouve, pour une chaîne d'histoire comme ça. Enfin, c'est assez... Oui, c'est vrai. Ouais. Alors que leur chaîne à eux, Sabaton, c'est plus de 2 millions, je crois. Hein. Ok. Ils sont vraiment assez populaires par rapport au reste du power metal. Ils ont percé comme étant les plus populaires presque, parce que par mois, c'est je crois plus de 3 millions d'écoutes sur Spotify aussi. Dragon Force, c'est moins de 2 et Rhapsody, c'est vraiment peanuts. Je crois qu'ils font 200 ou 300 000 écoutes par mois. Dont la moitié c'est moi. C'est les Italiens. Je crois. La moitié c'est moi, quoi. Enfin bon, pour en revenir à nos moutons, donc quelques histoires. Donc ouais, alors tu as quelques exemples d'histoires. Quelques exemples, si on peut dire, ouais. Quelques exemples. Donc je t'ai filé donc un lien avec un de leurs clips, Christmas Truce. Oui, ouais. Je l'ai vu ce matin avant de préparer l'émission. Alors t'en as pensé quoi ? Est-ce que tu connaissais d'abord cette histoire ? Je me suis posé la question en fait en regardant si c'était une histoire vraie ou s'ils avaient inventé. Du coup, tu me réponds que effectivement donc c'est vrai parce que ça me disait quelque chose. Mais je sais pas d'où j'aurais su ça. Je crois en cours d'histoire. Ils nous le disent en cours d'histoire, hein, je crois. Ah voilà, c'est possible. Ouais. Mais du coup, ça remonte à longtemps. Ça me parlait vaguement, mais après voilà. Ouais.
Et par contre, ouais, alors qu'est-ce que j'en ai pensé Alors déjà, petit détail, moi je pense que leurs coupes de cheveux, elles sont pas très réglementaires pour combattre au front. C'est vrai. Parce que avoir des gros barbus avec des cheveux super longs, sauf le chanteur, ouais, je sais pas si c'est... Ouais. Même je crois à un moment, ils se font un high five ou un truc comme ça, et puis on leur a dit non, mais le high five à cette époque-là, ça n'existait pas, donc... Et d'ailleurs, j'ai aussi noté que le guitariste soliste, comme j'imagine les guitares électriques n'existaient peut-être pas à l'époque, oui. Il faisait son solo de heavy metal sur une guitare folk, enfin acoustique quoi en tout cas. Voilà. Donc voilà, bravo à lui. Ouais, c'était rigolo. Il est fort. Ouais. Non, mais au niveau de la qualité, tout ça, t'en as pensé quoi? Non, par contre, oui, on sent que c'est bien produit et qu'il y a quand même un petit budget derrière. Ouais. Ah ouais, non, mais carrément, c'est fou. Hein. Ça fait vraiment comme un petit film de quelques minutes, quoi, genre Band of Brothers, un truc comme ça, quoi. Voilà, ouais. And the snow fell. Voices sang to me from no man's land. We are all, we are all, we are all, we are all friends. And today we're all brothers, tonight we're all friends. Our moment of peace in a war that never ends. Today we're all brothers, we drink and unite. Now Christmas has arrived and the snow turns the ground white. Et donc, l'histoire qui est en dessous, donc tu veux la résumer ou je la résume Bah moi j'ai juste compris qu'ils se battaient et que d'un coup c'était la Christmas truce et donc qu'ils arrêtaient de se battre Eh oui, et voilà. Ça s'est passé en 1914 au petit matin du 25 décembre où les soldats des deux camps, donc après avoir entendu les soldats allemands chanter des chansons de Noël, ils ont regardé un peu, ils ont vu des sapins de Noël, donc ils sont sortis spontanément. Okay. Ils se sont rencontrés donc au milieu du No Man's Land et là ils ont échangé, ils ont discuté, ils ont même joué au foot. Et oui, c'était... Ah oui, on voit ça dans le clip. Ouais. Comme quoi c'était des bofs, quoi. Ils ne jouaient pas au padel. Bon, dans le padel, il y a beaucoup de bofs, je pense aussi. Ouais, et la mélodie du début, t'as pas fait penser à quelque chose? Non, je l'ai vu qu'une fois. La mélodie qui fait... Attends, je vais essayer de la faire. Tom tadadam, tom tadadam, tom tadadam. Harry Potter. Non, ouais, d'accord, ouais, dit comme ça. Mais non, tu sais, c'est Carol of the Bells qui fait la 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 la. Ah oui, oui, je vois. C'est dans quoi qu'il y a ça? Peut-être dans Maman j'ai raté l'avion? Dans tous les, c'est dans beaucoup de choses de Noël en anglais, quoi, très célèbre. Ouais. Donc voilà, ils ont juste un peu changé les notes pour faire ça, donc ça fait la mélodie de cette chanson. Ok. Voilà, mais sinon, ouais, cette chanson, il la joue en live tout le temps. C'est une chanson du dernier album. Ok. Oui, après, tu sens que le refrain, c'est quelque chose que tu peux scander avec le public, quoi. Ah oui, exactement. Ouais. Dans le genre de power metal, c'est comme ça avec beaucoup de chansons, en fait. Hein. Tous les refrains, ils essaient de faire le plus catchy possible. Mais ouais, du coup, ça envoie bien. Et puis en live, je l'avais vu, du coup, en direct. Et ouais, c'est vrai que quand tout le monde sort la lumière de son téléphone et tout, et ça... Maintenant, ils envoient aussi de la neige dans le public pour faire vraiment le Christmas, quoi. C'est vraiment très cool. Et puis, très bon solo aussi. Hein. Ok. Moi, c'est ce que j'avais retenu un peu dans les... Parce que tu m'avais dit d'écouter un album, donc j'avais écouté le dernier album, The War to End All Wars. Bah alors par contre, moi du coup, j'ai vu que la bande-annonce de l'album. Je sais pas si... Petite référence à notre épisode précédent. T'as écouté la première et la dernière chanson. Voilà, c'est ça, j'ai écouté la première et la dernière chanson. Non, bah alors du coup, en gros, j'ai bien aimé les solis. Ça se dit soli apparemment. Ouais, ils sont de bonne facture en fait. Hein. Ils ont des très bons solistes sur. Et ça se casse pas la tête. Ça va pas chercher des trucs de fou, mais c'est les mélodies et tout. Ouais, c'est vrai. Alors par contre, tu m'avais dit d'écouter la History Version. Alors ça parce que j'aime bien moi. Mais ouais. Ouais, au début, j'avais pas capté. Ils ont fait ça, je crois, sur tous leurs albums, peut-être. Ils sortent une version normale et après une version... pas tous, ouais. Avec une voix féminine, ouais, qui explique un peu, qui remet en contexte les morceaux. Exactement. Voilà, les chansons. Voilà. Du coup, moi, j'aime bien l'idée de recontextualiser les morceaux. Par contre, au niveau du format dans un album, je trouve que ça coupe un peu trop les morceaux, ça casse un peu le... Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. L'enchaînement et le rythme, quoi. Ouais. Donc, ouais, ça... C'est vrai. Comment dire, ça m'intéresserait plus que ce soit, mais peut-être qu'ils le font aussi, hein. Je sais pas, j'ai jamais eu de vinyle de Sabaton, mais peut-être dans leur vinyle de recontextualiser chaque chanson par un texte, tu vois. Ouais, je sais pas si en tout cas, t'as la version de base, la version normale de l'album aussi, hein. Donc... Oui, voilà, donc moi, je pense que je serais plus pour la version de base en tout cas. Alors après, ouais, j'ai trouvé les refrains et les chœurs assez enivrants, parce qu'il y en a un peu dans chaque chanson, de ces chœurs
Mais bon, je sais pas si j'irai quand même écouter ça toute la journée. Ça va à 2 morceaux, mais après, ça me saoule un peu. Ah ouais. Après, je conçois qu'en festival, ça doit quand même être assez marrant de faire un circle pit en chantant là-dessus, hein, comme on avait fait sur Orden Hogan. Ah bah tout, ouais, en live, de suite, ça te donne envie, ouais. Ouais. Et ouais, comme c'est des chants scandés, je trouve que un peu tous les morceaux de l'album se ressemblaient. Du coup, il y en a pas un qui sort un peu du lot, ce qui fait qu'au final, il y a pas vraiment une chanson qui m'a marqué sur l'album. Enfin, sur les 2 albums même que j'ai écouté The Great War aussi. Ah oui, bah t'as écouté les 2 sur la Première Guerre mondiale, en fait, ouais. Ah, mais je pensais qu'ils faisaient que des chansons sur la Première Guerre mondiale, moi. Ah bah non. Ah, ils font sur quoi ? Sur la seconde aussi ? Bah ils font sur toutes les guerres, toutes les anecdotes de guerre, de bataille, de toute l'histoire, ouais. Ah, je savais pas, tu vois, moi je croyais qu'ils s'étaient cantonnés à la Première Guerre mondiale, je sais pas pourquoi. Non, bah il y a la première, il y a la seconde aussi, ils ont fait des chansons sur la seconde, ils ont fait des chansons sur des trucs plus vieux qui se sont passés, sur l'histoire au Japon aussi, un peu de partout, ouais. Ah bah tu vois, tu m'en apprends une. Ah bah voilà. Et après, ouais, bon, mais ça, c'est un peu dans tous les groupes de power metal. Excuse-moi, là, c'est du heavy metal, peut-être, mais il y a un peu trop de synthé à mon goût, quoi. Mais... Oui, c'est vrai, c'est heavy, ouais, les mélodies au synthé, ouais, mais après, faut aimer, oui, je conçois que c'est pas... Et je trouvais que les morceaux étaient... Alors moi, ça me déplaît pas, hein, que les morceaux étaient pas trop longs. Oui. Toi qui aimes les morceaux plus longs, habituellement. C'est vrai que du coup, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais tiens, leurs morceaux, ils sont tous assez... Enfin, ils sont pas courts, mais ils sont dans les ouais, 3-4 minutes, quoi, 3, pas plus. 4, hein, ouais. La Christmas True, c'est un peu plus long. Mais sinon, ouais, ils sont assez, ils sont pas courts non plus, mais c'est un format normal, quoi. Oui, voilà, oui. La composition des morceaux est assez simple, hein, c'est à peu près tout le temps pareil. Couplet, refrain, pause avec solo. Des fois, ils chantent encore un truc différent et puis ça repart sur le refrain du début. Et ce qu'ils font aussi, je sais pas si beaucoup de groupes le font encore, à part les groupes dans le power metal, c'est qu'à la fin de la chanson, t'as le refrain normal et après, ils te rajoutent une fois le refrain, mais en montant la gamme encore. Tu vois ce que je veux dire ? Et ben, il chante un peu plus aigu, c'est ça, à la fin ? Voilà, il chante le même refrain, mais encore il monte le truc pour un peu monter l'émotion, okay. Monter le... Ah, j'ai pas fait gaffe, ouais. Mais je vois quel effet ça peut donner, ouais. Ils le font assez souvent, ça aussi, ouais. Ou alors arrêter tous les instruments et juste avoir le chant tout seul. Ouais. Ça, ils le font aussi, ouais. Moi, je trouve ça cool. Ben, ça fonctionne bien, oui, en live et tout, ça, ce genre de choses. Oui, voilà, parce que du coup, ils peuvent le faire aussi en live. Ils coupent tous les instruments et puis tout le monde chante. Et voilà, ouais. Après, peut-être que c'est ce format de 3-4 minutes qui fait qu'ils sont peut-être plus populaires aussi que les autres groupes du même style, parce que ça s'écoute peut-être plus facilement des morceaux de 3-4 minutes que des morceaux de 6 minutes. Ou... Les chansons parlent plus aux gens peut-être aussi, parce que c'est des trucs qui se sont passés. Peut-être. La guerre, ça parle plus que... C'est un truc qui est toujours d'actualité, alors que bon, les dragons... Ouais. C'est toujours d'actualité. Oui, c'est vrai, dans House of the Dragon. Oui. Oui, donc, histoire, revenons à nos histoires, parce que j'en avais encore quelques-unes. Je vais essayer de faire plus vite. Ah là là, ça y est, c'est toi qui as des monologues dans cet épisode. Bon, celle-là, quoique je crois que j'en avais entendu parler, parce que ça fait quand même la une. À un moment donné, ils en ont parlé, quoi, dans les news. Ça fait la une en 1916, donc. Mais non, c'est dans les années 90, sûrement, ils en ont parlé. Ok. Donc bon, on s'en souvient peut-être pas, mais c'est la chanson No Bullets Fly. Donc ça, par contre, c'est la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Donc l'histoire, c'est un bombardier américain, un B-17, qui s'appelle Ye Old Pub. Avec son bord, il y a le pirate. Tu vois, le pirate. Il a un truc sur l'œil, il pilote avec un crochet, quoi. Donc c'est le pilote Charlie Brown, et donc c'est les 10 hommes d'équipage. Non, ça c'est dans Peanuts, ça. C'est dans Snoopy. Tu confonds, je crois. Charlie Brown. So hurry up, rearm and refuel. But through the bombers damage that bring, see wounded men scatter the ball. Look to the right and then look again. I see the enemy in the eye. No bullets fly, spared by his massive. Escorted out, hammered out of harm's way. Donc ils font partie d'un groupe de bombardiers qui est parti donc bombarder l'Allemagne. Mais seulement, forcément, quand ils survolent l'Allemagne, ils se font déchiqueter par la flak. Tu
C'est la flak. Les canons anti-aériens allemands. Ok. Ils se font déchiqueter. Premier obus qui explose juste devant l'avion, qui détruit le pare-brise. Du coup, après, pendant tout le vol, t'as moins 60 dans l'avion. C'est assez froid. Le deuxième obus détruit le moteur numéro 2. Ensuite, t'as un obus qui traverse l'aile gauche et qui explose juste au-dessus de l'avion. Sur la droite, le moteur 4 est endommagé. L'hélice manque d'arracher l'aile. Enfin, c'est n'importe quoi. Charlie lutte pour garder le contrôle, le cap. Okay. Une fois les bombes larguées, il y a tous les bombardiers donc ils font demi-tour et qui rentrent au bercail. Seulement eux, ils sont tellement en mauvais état qu'ils vont très lentement. Ils se font lentement mais sûrement distancer par le reste du groupe et ils se retrouvent tout seuls avec un autre bombardier qui est aussi en très mauvais état, qui est en flamme. Ouais. Ce dernier bombardier, du coup, il essaie de piquer du nez un peu pour éteindre le feu, tu vois, avec la vitesse. Ah oui, ok. Ça ne marche pas et puis il finit par s'écraser. Et là, donc, ils sont tout seuls. Charlie avec son Snoopy. Ye Old Pub, ils sont tout seuls au-dessus de l'Allemagne. Et là, viennent les chasseurs ennemis. Donc les Messerschmitt, les Focke-Wulf et tout ça qui viennent et qui criblent l'avion en plus de balles. Donc l'équipage essaie de se défendre. Forcément, tu sais, avec toutes les tourelles, c'était ça s'appelait les forteresses volantes, ces avions. Ils avaient des tourelles un peu de partout. Il y en avait au-dessus, en haut, devant, à la queue. À chacun, t'avais un bonhomme qui était dedans et qui tirait, quoi. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il y avait autant d'équipage, quoi, pour défendre l'avion. La forteresse volante, en gros. Ok, ouais. Seulement, écoute, ils essaient de tirer, ils en abattent quelques-uns, mais ils sont trop nombreux. Bon, bref. Et la tourelle de queue, elle a gelé à cause des moins 60, elle a gelé. Donc, l'artilleur à la queue, il se fait tuer. Donc, ils sont criblés de balles. Ensuite, il y a le gouvernail arrière aussi qui est quasiment arraché, donc l'avion devient incontrôlable. Tu nous fais tout l'historique de l'avion, là. Oui, exactement. Et tant que le réservoir oxygène qui est percé, du coup, Charlie n'a plus l'oxygène pour bien respirer et l'avion finit par piquer du nez, par tomber en vrille. Heureusement, grâce à l'altitude qui diminue, il revient à lui, il arrive à redresser l'avion. Ils allaient s'écraser, mais il arrive à redresser l'avion, vraiment comme dans un film. Et là, maintenant, il vole à très basse altitude et surtout très lentement au-dessus de l'Allemagne. Et là, il passe à côté d'un aérodrome où, du coup, Franz Stigler s'apprête à décoller pour les abattre. Ok. Et il est à comment on appelle ça, s'il abat un autre avion ennemi, parce que la veille, il en avait abattu encore un, il sera décoré de la croix de chevalier de la croix de fer allemande. D'accord. Donc Franz, il arrive, il décolle, il se positionne derrière le bombardier, il est prêt à tirer sur la gâchette pour l'exploser, quoi. Il se place derrière le bombardier, il est prêt à tirer, mais là, il hésite, il voit que l'avion ne lui tire pas dessus, il se passe rien, donc il se rapproche et il voit qu'en fait le piteux état de l'avion, quoi. Donc il se met à côté du poste de pilotage, donc il voit Charlie dedans, et il lui fait signe, mais atterris gros, vous allez pas y arriver, quoi, parce qu'ils se dirigeaient vers du coup le mur de l'Atlantique en sens inverse, tu vois, pour revenir en Angleterre. Tu dois repasser au-dessus du mur de l'Atlantique, tu sais, c'est cette grosse barrière qu'ont construit les Allemands le long de la côte de mer du Nord, Atlantique, tout ça. C'est trop technique pour moi, là. Ah oui, ils allaient se faire défoncer en gros par l'artillerie, quoi, anti-aérienne. D'accord. Mais Charlie, il dit non, on va y aller, on veut pas tomber aux mains de l'ennemi, on veut rentrer. Donc Franz, il a qu'un seul choix, c'est de rester avec eux et pas de les protéger, mais il sait que sans eux, ils sont morts, en fait. Donc il reste à côté de l'avion tout le long, et là, par miracle, parce que du sol, en fait, tu le vois que c'est un avion allemand, l'autre, le chasseur. Ouais. Du coup, les canons anti-aériens ne tirent pas. Il y en a aucun qui tire, et il les laisse passer. Ok. Et quand ils sont au-dessus de la mer du Nord, le Franz, il lui fait un signe comme ça, hop, et puis il fait demi-tour, et c'est là que Charlie comprend qu'en fait, ils viennent de les sauver. Et ensuite, les deux atterrissent. L'un, il atterrit du coup en Angleterre, il manque de s'écraser parce que l'avion, il est horriblement détruit. Et de l'autre côté, Franz, il atterrit en Allemagne. Lui, par contre, il peut rien dire parce que s'il dit, j'ai pas détruit un avion ennemi, je l'ai laissé partir, il se fait juger, il se fait sûrement cour martiale, etc. Et puis peine de mort, peut-être, je sais pas, bref. Donc il dit rien. Et de l'autre côté, les supérieurs de Charlie, ils veulent pas entendre parler d'un avion ennemi qui les a sauvés. Du coup, l'histoire est oubliée. D'accord. Et en 85, cette fois, le Franz Stigler, il habite à Vancouver au Canada. Et il raconte son histoire à un journaliste. Charlie aussi en fait de même. Il contacte des magazines allemands d'aviation, tout ça, pour essayer de retrouver ce type, quoi. Et il se rencontre finalement en 1990. Et ce qui est rigolo, c'est que quand la chanson sort, c'est rigolo, c'est très émouvant, quoi. Ils se prennent dans les bras, c'est une histoire magnifique. En fait, le chanteur de Sabaton, c'est le fils adopté de ces deux personnes. Eh bien, exactement, parce qu'après ils se sont mariés. Voilà. Mais non. Mais quand la chanson sort dans l'album du coup Heroes, et tu comprends pourquoi l'album s'appelle Heroes, parce que il y a que des chansons de héros comme ça en fait, de la guerre. Sabaton est contacté par Jovita Stigler, qui est la fille de Franz. Et ils apprennent que le fils de cette Jovita, en fait, il est fan de Sabaton.
Tout se recoupe. Et du coup, quand Sabaton va faire un concert à Vancouver, eh ben, ils se rencontrent. Ils font la fête. D'accord. Cette histoire, je l'ai trouvée très belle. Et puis, du coup, ça met vraiment Oui, c'est vrai. C'est vraiment des faits réels, quoi. Voilà. Après, je passe vite fait sur 2 parce que bon, il y en a tellement. Oui, vite fait, hein, parce que là, tu nous as fait 20 minutes. Exactement. mais je voulais être précis, mais tu couperas des moments si tu veux. Ok. C'était quelle chanson? Attends, répète la chanson. No Bullets Fly. Ok. Parce que tu comprends que sur son chemin de retour, en fait, il y a personne qui ne Il lui tirait dessus, pas, ouais. tu vois, voilà. La chanson suivante, c'est The Last Battle. Ouais. Celle-là aussi, c'est Deuxième Guerre mondiale, quoi. Du coup, en 45, il y a le château Iter dans le Tyrol du Nord qui a été pris par les. Ça, c'est Cadarache, ça. Exactement. Il y a des SS aussi à Cadarache. Et donc, il sert de prison SS pour des personnalités politiques influentes comme, tu ne le connais peut-être pas, mais Daladier, Gamelin, Clémenceau, Reynaud. Des personnalités. Gamelin, c'est celui qui est dans le Seigneur des Anneaux, non? Voilà, quand j'ai lu ce nom, je me suis dit aussi, ah, mais je le connais, Gamelin. Et oui, voilà. Bref, ils sont prisonniers ici dans ce château médiéval, en gros. Ok. Mais à la fin de la guerre, en 45, leur joaillier, geôlier. Oui, joaillier. Quelqu'un qui leur fait des bijoux pendant qu'ils sont en prison. C'est ça. Leur geôlier se barre, en fait. Les SS qui restent là, ils se barrent, ils les laissent tout seuls parce qu'il y a les Américains qui arrivent. Okay. Du coup, les VIP français, les Very Important Prisoners français, donc ils reprennent la forteresse, donc ils sont là. Et ils envoient le cuisinier tchèque chercher les Alliés, quoi. Okay. Donc ils lui disent, va chercher les Alliés parce que les SS, ils sont pas loin, ils vont revenir pour nous exécuter, en gros, parce qu'ils ont plus rien à perdre. Et les SS, tu sais, ils étaient barrés, les SS. Il y a le soldat normal allemand qui est normal, mais t'as les SS, c'est les endoctrinés, c'est les fadas, quoi. Hein. Oui. Et voilà, donc il va les chercher, il tombe sur Schrader, c'est pas de Tortue Ninja, non? Je t'enlève la blague. Tu fais exprès. Ouais. Donc Schrader qui est un ancien SS, mais qui est passé du côté de la résistance. Et Gangl, qui est aussi un Allemand, du coup un soldat allemand passé du côté de la résistance. J'ai cru que c'était un mage. Ils trouvent les Alliés, ils leur disent « Coucou, nous sommes Allemands, la forteresse, là, il faut aller les aider. » Et le capitaine Lee, avec Gangl, Schrader, et puis des Américains, mais aussi des Allemands, des soldats allemands, accompagnés de chars, etc., qui vont porter secours aux VIP français. Je sais plus de quoi on parle. Bon bref, le résultat, c'est t'as des Allemands, un SS, des Américains et des qui VIP rentrent dans français. un bar. Non, des VIP français qui se battent contre des SS dans une forteresse médiévale. Ok. Jusqu'à ce que, du coup, la cavalerie, en fait, le reste des Américains arrivent pour les sauver. Mais ils étaient vraiment à deux doigts de... À la fin, t'as même les VIP français qui sont obligés de prendre les armes pour aider les soldats parce que ils tombent les uns après les autres. Et voilà. From the home of the brave, from the land of the free. From the foot of the Alps to the shores of the sea. And it's the end of the line of the final journey. Enemies lead in the past. And it's American troops and the German army joining together at last. And it's the end of the line. C'est un peu fou de se dire qu'à la fin de la guerre, t'as vraiment des Allemands et des Américains et des Français qui se battent ensemble contre des méchants nazis, quoi. Contre les SS. Voilà. Pourquoi tu mets des guillemets méchants nazis? On n'a pas le droit de dire nazi, tu sais. Quoi? Une anecdote aussi, c'est que des chansons de Sabaton ont été interdites parce que justement, il y avait le mot nazi dedans, alors que c'est juste... Ah, mais j'ai vu ça, ils étaient interdits dans certains pays, non? Ou je sais plus. En Allemagne, notamment, ils avaient, au début, ils étaient pas chauds pour autoriser les textes avec le mot nazi dedans, quoi. C'est le N-word. C'est le N-word allemand. Ok. C'est le N-word. Bah oui, mais c'est exactement ça, ouais. Donc ça faisait un peu référence au gouffre de Helm. Hein. Ils étaient dans un château, ils essayaient de se défendre jusqu'à l'arrivée des renforts. En même temps, il y avait Gamli dedans, donc... Ouais, exactement, mais c'est fou, c'est ça, ouais. Il y avait Gandalf et Gamli. Gamelin et Gangl. Et Gandalf est arrivé sur son tank Sherman. Moi, je pense que Tolkien, il connaissait cette histoire. Ben, c'est possible. Et l'histoire suivante, c'est un peu le Minas Tirith et les champs du Pelennor, du coup. Okay. Là, c'est beaucoup plus tôt. C'est ma ville dans laquelle je suis actuellement, Vienne. Ouais. Le deuxième siège de Vienne par l'armée ottomane, c'était en 1683. Ils sont arrivés en juillet et ils ont assiégé la ville avec 170 000 soldats. C'était l'expansion de l'Empire ottoman vers l'ouest, tu vois. Ils avaient déjà pris Budapest, etc. Et puis là, ils continuaient. Et donc, ils se sont arrêtés sur Vienne. Et à Vienne, il n'y avait que 16 000 défenseurs, en gros, de la ville. Donc, ils étaient 10 contre 1, à peu près.
Et donc jusqu'en septembre, en fait, les Ottomans, ils étaient plus nombreux, mais se sont cassés les dents sur les murailles de la ville de Vienne. Ok. Ils creusaient des tunnels sous les remparts pour mettre des explosifs pour faire péter le château de Sissi. Enfin, c'est comme ça qu'ils faisaient avant. Voilà. Mais heureusement, le 12 septembre, l'armée de secours est arrivée. L'armée de secours de la Ligue Sainte. C'est des Autrichiens, ça? Il y avait des Polonais, il y avait d'autres Autrichiens, c'était le Grand Empire, je sais plus comment il s'appelle, des Polonais et puis d'autres, qui étaient des Christians, quoi, tu vois. C'était les Ottomans contre les chrétiens. Emmenés par le roi polonais, donc Sobieski. Et le 12, donc, ils commencent leur contre-attaque contre les Ottomans. Et à 16h précise, le roi Sobieski prend la tête de la charge de ces fameux hussards ailés. Et là, tu te demandes, c'est quoi un hussard ailé? C'est quoi des hussards ailés? Eh bien, ce sont des cavaliers avec des très grandes lances. Et surtout, on les appelle ailés parce qu'ils ont des grandes ailes avec des grandes plumes qui dépassent derrière, qui sont attachées à leur selle. D'accord. Ils étaient dans Cossacks, eux? Oui, aussi. Ah, voilà. Eh oui, donc il prend la tête de cette charge et figure-toi qu'il dévale les flancs de la montagne Kahlenberg ici à Vienne. Et la charge, ce serait une des plus grandes charges de l'histoire européenne avec 18 000 cavaliers. Ouh. Donc c'est un peu comme la charge du roi, n'est-ce pas? Tout à fait. 18 000 cavaliers qui foncent sur les Ottomans. Et c'est comme ça que Vienne a été sauvée. Ok. Et c'est la chanson qui s'appelle The Winged Hussars, pour les hussards ailés. Très bien. Dedication that outnumbered 15 to 1. And the battle's begun, and the winged hussars arrive. Coming down the mountainside. And the winged hussars arrive. Donc voilà, quelques histoires. Après, je passerai donc l'histoire du premier soldat, l'histoire d'Albert Roche, qui a capturé à lui seul 1180 prisonniers allemands, donc pour la Première Guerre mondiale, qui a été surnommé par le général Foch lui-même, le premier soldat de France. Après Lady of the Dark, l'histoire de Milunka Savic, qui a été une des femmes, des soldats tout court, les plus décorés de la guerre aussi. D'accord. Etc. Il y a tellement d'autres histoires, quoi. C'est tellement intéressant. Donc tout ça, c'est sur la chaîne d'histoire que tu retrouves? Exactement, où ils expliquent ça, ouais. Ok. Donc je me suis fait quelques vidéos avant pour avoir bien en tête tout ce qui se passait. Ouais. Et les controverses, controverses, il y en a eu forcément, parce que tu parles de guerre et tout ça, donc on les a traités de faire l'apologie de la guerre, alors que pas du tout, ils relatent juste les faits, ce sont des histoires, ça s'est passé. Ça c'est Joachim qui le dit, on chante sur l'histoire, ce sont pas des opinions, ce sont des faits, ça s'est passé. Si les gens ont un problème avec ça, ils ont un problème avec l'histoire, pas avec Sabaton. Et voilà, tout ça pour dire que la guerre... c'est mal. Ça devrait rester dans les livres d'histoire, c'est tout. On devrait plus écrire de nouvelles histoires avec la guerre. C'est mon moment... C'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est beau ce que je dis. Hein. Bah oui, mais malheureusement, on est en 2024 et ça continue toujours. Donc, on n'apprend toujours pas. Je voulais parler... Oui, j'ai vu récemment aussi leur film. Ils ont sorti un film. Ah oui, du live, quoi. Voilà, le live qu'ils ont tourné. Donc, c'était au Ziggo-Dome d'Amsterdam. Un live de leur tournée The War to End All Wars. En gros, c'était un peu ce que j'avais vu à Vienne, quoi, du coup. Hein, c'était... c'est ce que je t'avais demandé, je crois. Si t'allais pas revoir un peu la même chose que ce que t'avais déjà vu, ouais. C'était très similaire, mais c'était très bien filmé, le son était très bien. Non, c'était top. Okay. C'était bien de les revoir, même si c'était pas un vrai live, du coup, c'était un film, mais c'était très bien. Donc voilà. J'avais quand même une question, parce que qu'est-ce qui fait que ce groupe est si populaire dans les pays d'Europe du Nord, de l'Est et même dans toute l'Amérique, mais en France pas tellement, j'ai l'impression. Ouais. J'ai pas l'impression qu'ils fassent beaucoup de concerts en France. C'est vrai qu'en France, j'ai pas l'impression qu'ils soient très... Enfin, je sais pas si le métal comme ça, power metal, est très populaire en France de manière générale, non plus. Ouais, c'est vrai, peut-être dans les festivals, mais après... Le métal de manière générale, c'est un peu moqué. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. J'ai l'impression que le métal en France, c'est un peu plus dénigré qu'ailleurs, quoi. C'est possible, parce que c'est vrai que Gojira, je crois qu'ils avaient eu beaucoup de distinctions, de récompenses. C'était pas des Grammy qu'ils avaient eu C'est possible, je sais pas. Ouais. Je sais plus. Ils sont très connus dans d'autres pays, alors qu'en France, on commence à peine à les connaître avec les JO, quoi. Exactement, personne ne les connaissait, alors qu'ils sont super connus à l'étranger, quoi. Mais tu sais quel autre groupe parle de bataille et de guerre aussi, comme ça, des fois? Non. Un groupe que tu connais. Ah bon? Un groupe des années 70, 80, qui joue encore. Hein. De métal aussi? Oui, on a même vu c'est un groupe légendaire. Ah, Iron Maiden? Bah oui, tout à fait. Parce que ça m'a fait penser à la chanson de The Trooper, mais... Exactement, ouais. Ou Passchendaele aussi, c'est une bataille connue. D'accord. Voilà, donc après, c'est vrai qu'il pourrait parler de drogue, d'injustice, de politique, de fêtes, d'alcool, de pirates de jeux vidéo, mais ils se cantonnent qu'à la guerre et aux batailles. C'est leur truc, écoute, ils le font très bien. Et au niveau du son, moi j'aime beaucoup aussi, parce que c'est bien heavy. Bon, il y a les synthés dont on a parlé, qui sont aussi très présents.
Mais j'aime bien les chœurs et les refrains très catchy comme ça aussi. Ouais, moi, c'est le seul truc que je reprocherais. Après, voilà, j'ai écouté une fois 2 albums, quoi. Donc, c'est que c'était tout un peu trop similaire, mais... Alors après, tu vois bien, il y a d'autres groupes comme j'ai récemment écouté Powerwolf. Oui. Qui est aussi un groupe de power metal. Ouais, plus dans le médiéval, c'est ça. Voilà, plus dans le médiéval et dans la religion un peu, dans le truc comme ça. Ok. Mais eux, quand je les écoute, vraiment toutes les chansons sont un peu pareilles, quoi. Ah ouais. Au niveau du ton de la voix, des mélodies ou quoi, c'est vraiment très similaire, quoi. Enfin, il y a quelques groupes comme ça où vraiment t'écoutes une chanson, t'as l'impression de toutes les avoir entendues. Ouais. Alors que là, je trouve que ça se diversifie pas mal, quoi. Au niveau des riffs et les solos de guitare sont très cool aussi. Ce sont des très bons musiciens tous, hein. Ils sont vraiment... putain, les Suédois, ils sont balèzes, hein. Voilà. Très bien. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur Sabaton ? Je crois que j'ai tout dit. Tu veux encore une petite histoire ? non, les histoires, ça va. Eh bien, je crois que c'est la fin de cet épisode. Si notre émission vous plaît, pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple ou Spotify et un petit commentaire si vous avez 30 secondes, ou tout simplement à en parler autour de vous, afin de la faire découvrir à un max de personnes. Vous pouvez retrouver Papa Cool sur Insta, @papacoolpodcast, papa au pluriel, cool au singulier, podcast. On te retrouve où, sur les internets ? Comme la fin à chaque fois. Je sais pas pourquoi je pose cette question à chaque fois. J'ai toujours pas trouvé de répartie là. Vous me retrouvez chez moi, à Vienne. Va falloir être imaginatif à chaque fois. Bah vous me retrouvez pas, c'est tout. Tant pis, vous ne pouvez pas le retrouver. Et moi, vous pouvez toujours me retrouver sur Petite Comics sur Insta pour lire mes petits comic strips. Ah si, j'ai LinkedIn. Ah. LinkedIn, vous pouvez me retrouver, ouais. J'y suis pas allé depuis 2012 peut-être. Mais vous pouvez me retrouver là-bas, m'envoyer des messages si vous voulez, je répondrai pas. Donc voilà. Très bien, on le fera. Ok. Allez spammer son compte LinkedIn. LinkedIn, hein, ça se prononce. Oui, LinkedIn, ça se prononce, oui. Ah bah en France, c'est LinkedIn. Oui. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Allez, bisous, ciao. Salut petite. Ouais, et donc, petit de toi, tu me disais que t'aimes pas la guerre, t'es contre ça, c'est ça ? Oui, c'est une vraie question. T'es plus pour la paix, du coup ? Où voulais-tu en venir ? Non, j'étais curieux de savoir, c'est tout. Toi, t'es plutôt pour la guerre, alors ? Non, pas forcément, mais je veux dire... Pas forcément. Des fois, quand tu grandis, tu idéalises un peu la guerre et t'as envie d'aller faire la guerre, quoi. C'est tout. Quand t'es plus jeune, non ? Ah, non, moi, ça m'avait fait ça après Full Metal Jacket. Oui. Je trouvais qu'il donnait presque envie de faire la guerre. Mais... Parce qu'il y avait beaucoup de morceaux rock et des trucs où oui. Tu vois, c'était un peu entraînant, quoi. Ou c'est peut-être parce que t'aimes bien te faire engueuler par ton sergent et quand il te dit de faire des pompes, c'est ça ? Oui, voilà aussi. Ouais, exactement. Mais sinon, de manière beaucoup plus sérieuse, est-ce que si par exemple l'Allemagne venait envahir la France une nouvelle fois, est-ce que je ferais la guerre ? Est-ce que tu partirais au front ? Je ne pense pas. Pour défendre ta patrie ? Non, on se barrerait, je pense, avec la famille ailleurs. Ah, d'accord, je vois, quoi. Je vois le genre, putain. On est mal barrés s'ils reviennent, hein, les casques à pointe. Ah, bah ça, je te le fais pas dire. Non, mais c'est une bonne question. Bah, je veux dire, il y a la guerre, en tout cas, toujours aujourd'hui, quoi. Il y a des gens qui défendent leur pays, quoi. Bah oui. Et tu te dis, mais si ça arrive... Ah oui, bah c'est sûr que... Est-ce que ça me ferait vraiment chier de changer de nationalité, quoi ? Tu vois ? De devenir allemand plutôt que français. Bah, moi, ça me dérange pas, puisque je suis à moitié, donc... Ah là là. Non, mais c'est un truc que des fois je me demande en regardant les news, en voyant les gens qui se battent encore pour leur pays ou quoi, je me dis putain, mais on est en 2024 quoi. Ouais. Ouais, bah après tu vis plus là où tu vivais quoi, donc c'est sûr que ça se comprend aussi de vouloir défendre sa patrie. Ouais. Ça se comprend, mais au risque de ta vie quoi. C'est chaud quand même, hein. C'est profond, hein, Papa Cool. C'est très profond, ouais. C'est trop profond pour moi. Bon, si tu coupes ça, moi je quitte Papa Cool et je fais mon propre podcast où je parle de questions comme ça. Je vais devoir le mettre après le générique, quoi.